jusqu'à 2005, des victimes qui étaient visées parce que monsieur avait une barbe, parce que madame avait un foulard, parce que tel enfant avait une religion musulmane. Et la spécificité du préjudice qu'il subissait à cause de ça, elle n'était pas prise en compte dans le champ antiraciste habituel. Ça veut dire que la création du CCIF en 2003 était une mauvaise chose. C'était une mauvaise idée de créer une association spécifique à une lutte contre l'islamophobie, alors même que le concept de racisme aurait pu convenir parfaitement à ça. Simplement, ce cadre-là, même s'il fonctionnait dans un champ théorique, il ne fonctionnait pas dans un champ du monde réel. Donc, quand telle personne allait de manière isolée voir telle ou telle association qui travaillait sur la question de racisme de manière numérique, elle n'était pas prise en charge, elle n'était pas assistée, elle n'était pas aidée, elle n'était pas conseillée. Lorsqu'elle allait au commissariat et que l'agent de police, de bonne foi, essayait de rendre compte de la spécificité anti-religieuse du motif, c'était pas Salara qui était dit, c'était Sale musulman ou espèce de terroriste dans ton pays, tel ou tel. C'était pas quelque chose qui avait trait à la couleur de peau de la personne, mais à sa religion. Et à l'époque, les policiers n'avaient pas encore dans leur système informatique de cases où ils pouvaient rendre compte du motif spécifique. C'est anti-arabe ou c'est anti-noir. Et aussi, il y a un composant anti-religieux, et on a besoin d'en prendre compte dans les statistiques. Et c'est seulement quelques années plus tard que le gouvernement a mis en place cette catégorie. Donc vous voyez qu'il y a un temps transitoire entre l'émergence du phénomène et le fait que l'accès au droit se fasse solennellement. Aujourd'hui, ça se fait de manière beaucoup plus efficace, aussi parce qu'on est obligé de rappeler systématiquement aux forces de police qu'il faut bien prendre en compte les plaintes, et ensuite, quand les plaintes sont faites, il faut bien que le parquet et les juges d'instruction instruisent, et ainsi de suite, pour qu'on ait des sanctions effectives qui soient dissuasives. Mais vous voyez que le cadre, si on l'interprète juste dans le champ des mots, on peut avoir un désaccord sur la spécificité de l'islamophobie, sur la nécessité d'une association qui gère ça de manière particulière, mais on voit que c'est le réel qui explique ça, l'évolution historique. La bonne nouvelle, c'est si on fait correctement notre job, dans 5 ans, dans 10 ans, l'islamophobie aura atteint un stade résiduel, ou bien les institutions s'en seront tellement bien saisies, il n'y aura plus besoin d'un CCIF. Donc ça, ce serait bien. Ouais, c'est ce qu'on espère. Et donc, si je vous parle de biais de cadrage, et si je vous parle du travail de Daniel Kahneman par rapport à ces sujets-là, c'est que je pense qu'on est beaucoup trop pessimistes, tous collectivement, et pour de mauvaises raisons. Il y a des gens qui nous disent que notre pays aujourd'hui est au bord du précipice, qu'il y a des identités spécifiques, qu'il y a des luttes identitaires au sein de la société française, qu'on est à 2 doigts de la guerre civile, que notre pays est en échec, que notre pays est en déclin, qu'on n'a jamais été aussi antagonisés les uns contre les autres, et que nos concitoyens vivent dans une espèce de peur permanente à tout moment de voir leur identité remise en cause, leur sécurité remise en cause, leur intégrité remise en cause, que la langue française part à l'euro, que les nouvelles technologies sont antinomiques avec la préservation de la littérature française, de la méthodologie, de l'excellence française en matière de... Il y a tout ça. Et donc il y a des gens qui sont, que vous appelez des technologues, ou bien des gens qui ont des tensions, qui vivent dans la peur permanente. Et de la même manière qu'on se nourrit les uns avec les autres, avec nos mots et avec nos messages les uns vis-à-vis des autres, soit on se nourrit à partir de messages positifs et constructifs, soit on nourrit nos peurs et on se valide les uns les autres. Ça, c'est un autre biais que Daniel Kahneman a étudié, c'est le biais de confirmation. Le biais de confirmation, c'est à 2 niveaux. Au niveau cognitif, c'est je cherche, non pas la vérité, je cherche la confirmation. Donc je vais valoriser des opinions qui viennent en résonance avec les miennes. Quand je vais à la librairie ou au magasin pour acheter un livre, je vais trouver le livre, je vais juger comme pertinent le livre de l'auteur dont j'ai bien aimé le propos à la télévision, et pas parce que j'ai bien aimé son propos, parce qu'il venait confirmer une petite voix que j'avais à l'intérieur qui dit que tout est en train de partir en vrille, vite il faut qu'on s'en aille. Et lui il dit, la France part en vrille, la France en échec. Ah oui, il a raison. Quelle arrogance. Quelle arrogance de penser que les gens auraient raison juste parce qu'ils sont d'accord avec moi. D'accord? Et ça, c'est pas spécifique d'aucune communauté ou d'aucune appartenance politique. C'est spécifique de l'être humain, de chercher la confirmation comme une résonance à son propre sentiment, à ce qui le traverse intérieurement à tout moment. Donc ça, c'est une résonance cognitive, d'accord? Et puis il y a une résonance
la même chose, vous voyez l'écho avec nos idées, eh bien il y a un écho avec les gens qu'on fréquente. Donc j'ai plus tendance à être d'accord avec des gens de ma famille, mes amis, mon entourage professionnel, mon voisinage, d'accord, avant même d'avoir entendu ce qu'ils ont à dire. C'est même une espèce de réflexe quasi biologique, physiologique. Donc, c'est même un réflexe physiologique. Quand on est en présence de quelqu'un qu'on aime bien, de quelqu'un avec qui on est proche, on sécrète une substance qui s'appelle l'ocytocine et qui dit ça, c'est quelqu'un que tu aimes bien, c'est quelqu'un que tu connais. Tu es en proximité, tu es en confiance. D'accord? Et donc ça signale faussement à notre cerveau que tout ce qui émane de cette personne, y compris sur le plan des idées, y compris sur le plan des discours, eh bien, c'est quelque chose qu'il faut prendre avec bienveillance, au moins avec le bénéfice du doute. Donc de la même manière qu'on confirme nos idées, ou qu'on valide les idées parce qu'elles sont en résonance avec les nôtres, on valide les idées aussi lorsqu'elles émanent de personnes qui sont en résonance sociale avec nous. Et tout ça, c'est juste des vues de l'esprit. Donc, tout à l'heure, quand je vous disais que des gens s'alimentent les uns les autres dans un discours anxiogène, antagoniste, un discours de fracture, un discours de déclin, un discours de souffrance, un discours de peur, il y a une espèce de grosse machine qui alimente ça. Une grosse machine. C'est pas uniquement une machine médiatique et politique, c'est aussi une machine sociale. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui constituent des groupes et qui s'encouragent là-dedans. Vous le voyez quand on a des événements comme celui-ci, qu'il y a des gens qui se regroupent pour dire comment est-ce qu'on va essayer de couvrir leurs événements. Comment est-ce qu'on va essayer de mettre des affiches pour jeter l'opprobre, jeter la suspicion sur telle association, du seul fait qu'elle est musulmane, du seul fait qu'elle est issue des quartiers populaires, ou du seul fait que ça vient de telle ou telle communauté. Et donc leur lien social est basé sur la construction d'un ennemi commun ou la construction d'un problème. Et pour redéfinir l'islamophobie, je vais vous donner deux définitions qui sont celles qu'on utilise au travail au collectif contre l'islamophobie en France. La première, elle est une définition, c'est la définition opérationnelle du CCDF. C'est l'ensemble des actes de discrimination et de violence qui visent soit des individus, soit des institutions en raison de leur appartenance réelle ou supposée à l'islam. Et on est obligé d'adopter une définition juridique comme celle-ci pour qu'on comprenne bien que, on ne parle pas de critique de l'islam ou de critique du religieux de manière générale. Le CCDF n'a jamais connu un procès à qui que ce soit de blasphème, de critique de l'islam ou autre. On ne touche pas à ça. Et la deuxième chose, c'est que malheureusement, ça ne vise pas que les musulmans. Dans les cas qu'on a eu à gérer cette année, on a eu plusieurs dames, par exemple, qui sont en traitement de chimiothérapie, qui portent un foulard parce qu'elles cachent leur perte de cheveux. Elles vont être traitées de salon musulmane avec arrachage de foulard à la sortie de l'hôpital. Et ça, malheureusement, c'est des cas qu'on a aussi à gérer. Donc cette définition très normative et très précise nous permet de rester dans ce cadre-là. Puis aussi, on a besoin de conceptualiser et de comprendre beaucoup plus largement, au-delà d'une approche réactive, répressive, tout ça, qu'est-ce qui fait qu'on est dans cette situation. Et donc il y a plein de sociologues qui vont utiliser une définition qui va être la construction d'un problème musulman. Prendre les musulmans, prendre n'importe quel sujet et essayer de construire un problème à partir de ça, en visant les communautés musulmanes, ça, c'est une définition sociologique de l'islamophobie. D'accord. Sauf que pour construire un problème musulman, encore faut-il qu'on trouve un musulman pour s'asseoir dans le siège du problème. Donc on a besoin, il faut être deux dans ce jeu-là pour que ça fonctionne. Et la critique, l'autocritique que je vais faire à un niveau individuel du mouvement, c'est que trop souvent, pendant les dernières années, on a, consciemment ou non, accepté de s'asseoir dans ce siège du problème. Des groupes racistes ont commencé à dire les musulmans sont comme ceci, faisant une généralité, et beaucoup de personnes de confession musulmane ont dit non, nous les musulmans sont comme cela. Sauf que ce nous qui était immédiatement en fait une construction, bien souvent en réaction à un discours islamophobe porté de l'extérieur. Et l'idée de communauté musulmane, au pluriel, elle rend compte aussi de toute la diversité qu'il y a parmi les personnes de confession musulmane qui vivent en France. Donc, la première fois que des musulmans ont dit « nous », c'était pas nécessairement un acte spontané et consenti, mais aussi un acte de distanciation vis-à-vis de ce qui était le plus souvent justement dit d'eux. D'accord ? Et ça, c'est une validation aussi
du système islamophobe dans sa volonté de problématiser les musulmans. D'accord? Et vous m'entendez souvent dire que si l'islamophobie est la construction d'un problème musulman, alors notre responsabilité, c'est d'être une solution humaniste. Pourquoi? Parce que, pour moi, le CCIF, il peut gérer, quand il est au maximum, quand il est au mieux de ses capacités, il peut gérer un petit morceau du problème. C'est quoi ce petit morceau? C'est quand il y a effectivement des actes qui sont circonstanciés, illégaux, et où on peut intervenir soit en médiation, soit en menant une action juridique. Ça, c'est la première chose. Là, le CCIF est pertinent et efficace. La deuxième chose, c'est en prévention. Bon, ok, on note que pour l'année écoulée, il y a eu 900 actes. Ces 900 actes, il y en a 250 qui sont relativement graves, qui ont abouti à des plaintes, c'est des crimes de haine, des dégradations, des profanations de cimetières ou autres. Et puis le reste, c'est essentiellement des cas de discrimination. Refus d'inscription, refus de service, refus d'accès à un restaurant, refus de renouvellement de telle aide au motif que la personne serait de telle croyance ou de telle autre. Et ces cas-là, on les résout le plus souvent par médiation, par un rappel à la loi des fonctionnaires qui peut-être ignoraient les législations en vigueur. D'accord. Mais s'ils sont récurrents, et s'ils sont génériques, ça veut dire qu'ils pourraient être prévus par un simple rappel à la loi. Or, on a une institution en France qui fait un travail important là-dessus. C'est l'Observatoire de la laïcité. Donc, un gros boulot pour le CCIF, c'est de se saisir des avis de l'Observatoire de la laïcité et de permettre aux collectivités locales d'agir en prévention par rapport à ça, pour pas qu'on ait à intervenir une fois que l'incident est survenu. Donc, sur ces deux petites missions-là, le CCIF va être pertinent et j'espère de plus en plus efficace en ayant toutes ces antennes en région. Mais c'est juste pas suffisant, parce que, un, ça arrive trop tard, deux, c'est un mécanisme répressif. D'accord? Donc, il y a la nécessité, plus largement, de mettre les citoyens et les personnes de confession musulmane hors de cette catégorie problématique. De ne pas se laisser assigner à résidence dans ce siège-là. D'accord? Et ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'impact psychologique de l'islamophobie, il est beaucoup plus grand que son impact objectif en termes d'actes et de discrimination. Pourquoi? Parce que moi, la victime qui me tue, celle qui me déchire le cœur, c'est celle qui dit « À quoi bon faire des études si je sais à l'avance que je vais être discriminé sur le marché de l'emploi ?» Regarde, fais des études, fais tout ce que tu as envie de faire dans ta vie, et si un jour tu as un problème, viens nous voir, on essaie de t'aider à le régler. D'accord? Mais tu ne vas pas abandonner ta participation à l'association du quartier, au projet artistique que tu aimes bien, à tes études ou à ton projet de vie, tout simplement parce que tu as intériorisé que 10 ans plus tard, il va y avoir de la discrimination. C'est injuste, c'est difficile. Bienvenue dans le monde réel. Bienvenue dans le monde où être arabe, être noir, être une femme, être musulman, être bouddhiste, être fils de migrant, être rome, ça vient à un moment donné avec un préjudice. Et vous savez, c'est quoi la bonne nouvelle? La bonne nouvelle, c'est que ces cas, on les résout. De la même manière que nos parents et nos grands-parents et nos voisins, toute origine confondue, ils ont eu à faire face à des situations d'injustice. Voilà les injustices auxquelles nous, on fait face aujourd'hui. Elles sont différentes dans leur tonalité de ce à quoi faisaient face les mineurs et les ouvriers il y a X générations, mais ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de solution. Vous imaginez, ceux qui ont vu Germinal ou qui ont lu Germinal, vous imaginez les mineurs qui disent « Franchement, c'est quand même difficile, lâche l'affaire, viens, on va attendre le cancer et puis on passe à autre chose parce qu'il y a rien à faire. » C'est pas comme ça que ça se passe. C'est pas comme ça que ça se passe. Ça se passait pas comme ça à l'époque, et ça se passe pas comme ça aujourd'hui. Rien que dans les 24-48 dernières heures, je crois qu'il faut écouter 2 anecdotes, vous allez comprendre que ça se passe pas comme ça. Exemple, hier à Clermont-Ferrand, il y avait une formation de communication. Un des organisateurs, c'est quelqu'un qui a bien réussi dans son travail, dans ses études, et qui expliquait qu'il ne devait pas faire ses études. Il n'était pas programmé pour ça. Il connaissait, mais rien du tout aux formations dites d'excellence, école d'ingénieur, école de commerce ou autre. Mais beaucoup de professeurs en terminale, il est parti, il est traîné par le col. Lui et les 4 autres élèves, c'est lui qui leur a rempli les formulaires. Il est parti voir les parents, il dit voilà, je pense qu'il est doué pour tel et tel domaine, il ne faudrait pas qu'il lâche cette opportunité. Il est parti inscrire les jeunes en prépa, il les a coachés, il les a encouragés pour qu'ils passent des tests et qu'ils fassent toute l'année. Et s'ils n'avaient pas eu ce sursaut et
ce professeur-là, à ce moment donné, je n'aurais même pas su que ça c'était possible pour eux. Pas que être ingénieur ou être cadre, c'est mieux que être DP ou être pâtissier ou autre. Non, c'est pas ce que je dis. Mais ce que je dis, c'est qu'il y a un être humain qui a vu d'autres êtres humains et qui a fait un don de son temps. Il pensait qu'il le méritait. Il pensait que c'était sa mission à lui de venir les aider. Quand le CCIF, l'antenne du CCIF à Nice, a besoin d'organiser un événement et que l'antenne se lance, il faut accueillir des gens, faire une formation. Qui se mobilise immédiatement pour leur organiser une salle et les aider dans cet événement? L'apparence locale. Quand on a besoin d'intervenir sur des cas de refus de soins, parce qu'un médecin s'est dit que ben voilà, moi je ne soigne pas des Arabes, moi je ne soigne pas des musulmans. Qui intervient pour venir nous aider? L'ordre des médecins et les médecins de la ville. Donc cette société, elle est en mouvement. Et de la même manière qu'il y a des gens qui passent tout leur temps et dépensent toute leur énergie pour monter les gens les uns contre les autres, dans le réel, les gens vivent ensemble. Et si quelque part, aujourd'hui, on a ces cas à gérer, le refus d'inscription à l'université, à la marge, ou bien des insultes ici, ou bien de l'hostilité là, c'est que quelque part, l'intégration avec toutes ces secousses et avec toutes ces difficultés a fonctionné. Il n'y avait pas de problème d'islamophobie ou de visibilité religieuse dans les années 70-80 parce que, je sais pas, ça ne nous dérange pas cacher ces gens qui vont se revoir au fond de l'usine ou au fond de trucs. Ils ne viennent pas remettre en cause, ils ne viennent pas changer le visage de cette société, ou bien ils sont dans des espèces de quartiers où ils vivent tous ensemble, on les voit pas. Mais dès lors que cette société elle commence à vivre, et elle se met en mouvement, et elle prend ce visage de mosaïque qu'elle a du point de vue sociologique, c'est là où, des fois, il va y avoir, non pas des luttes, non pas des difficultés, mais tout simplement des crispations. Des crispations parce que, encore un biais cognitif, l'être humain, il n'est pas super à l'aise avec le changement. Parce que le changement, c'est incertain, et comme on l'a vu tout à l'heure, on préfère parfois prendre des mauvaises décisions avec certitude, adopter des postures clivées avec certitude, plutôt que d'être dans un rapport avec l'autre où on ne sait pas de quoi demain sera fait. Bienvenue dans la vie, c'est dangereux. Il peut nous arriver toute chose à tout moment. D'accord? Donc la société française n'est pas une société islamophobe, mais la société française est une société où il existe des formes d'islamophobie, des formes de rejet. Plus vite on aura compris ça, plus vite on les réglera, on pourra passer à autre chose de notre vie. Et ça se retrouve, cette bonne nouvelle, elle se retrouve dans toutes les études sociologiques et dans toutes les études démographiques. Il y a une étude magnifique et très sérieuse, bien loin des sondages avec une mauvaise méthodologie dont je parlais tout à l'heure, qui s'appelle Trajectoire et origine, TO. Elle a été menée par l'Institut national d'études démographiques. Et elle se concentre principalement sur des gens de première, deuxième, troisième génération d'immigrés qui se sont installés en France. Et on voit au fil des générations comment ces gens vont s'insérer, trouver une participation à la société française. Toute religion confondue, toute origine confondue, population native aussi confondue dans cette étude. Et l'étude, elle dit quoi? Elle dit que, contrairement à ce qu'on peut entendre des fois dans l'espace politique, quand les gens ont envie de faire un ami, quand les gens ont envie de se marier, quand les gens ont envie de concevoir un projet, ils réfléchissent, mais alors, mais pas du tout en termes de catégorie ethnoculturelle ou en termes de catégorie religieuse. Du tout. Leur meilleur ami, en général, il est hors de leur communauté immédiate. Les gens avec qui ils vont construire une entreprise ou mener un projet social ou éducatif ou artistique ou autre, le plus souvent, ils sont hors de leur catégorie sociale ou ethnoculturelle ou religieuse immédiate. Ça veut dire qu'on ne peut même plus parler de communautés qui sont interconnectées. Il n'y a même plus de communautés interconnectées. On parle d'un seul et même peuple, avec des composantes dans leur identité qui sont parfois différentes. D'accord? Donc, il y aura des catégories problématiques que si on en accepte, il y aura un eux et un nous que si on valide ces mots. Il y aura un rejet de l'autre que si nous on accepte cette position antagoniste. Et c'est pour ça que je disais tout à l'heure que face à la construction du problème musulman, on n'a même pas besoin de construire une solution musulmane. On a besoin de construire une solution humaniste. Parce qu'aujourd'hui, malheureusement, c'est ça notre enjeu, vivre ensemble est devenu un acte de résistance. D'accord? Et c'est pour ça que ça nous concerne tous, quelles que soient nos appartenances religieuses, quels que soient nos parcours, quels que soient nos choix religieux, spirituels, politiques ou autres, parce que le drame d'une société,
qui sombre dans l'intolérance n'est pas dans la violence de ses extrêmes, mais dans le silence de sa majorité. Merci.